Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons mettre en équation les processus et les courants observés par Nansen et Ekman. Pour cela, nous allons partir des équations générales de Navier-Stokes et les simplifier pour aboutir aux équations de la théorie d'Ekman. Tout d'abord, les équations de Navier-Stokes qui permettent de décrire la dynamique d'un fluide et donc les variations spatiales et temporelles de son champ de vitesse prennent en compte plusieurs forces influençant le mouvement du fluide. Sur le plan horizontal, à la surface terrestre, x, y, les équations générales de Navier-Stokes s'écrivent donc de cette manière. Ces équations relient donc l'accélération totale des particules à différentes forces. Attention, ici, il s'agit bien de l'accélération totale, ou lagrangienne, qui peut se décomposer en une variation locale et en une partie advective. Trois grandes forces vont influencer l'accélération des particules. Il s'agit, premièrement, de la force de Coriolis résultant de la rotation de la Terre. Elle se manifeste lorsque des particules de fluide se déplacent dans un référentiel en rotation, en l'occurrence ici la Terre, et créent une accélération qui va être perpendiculaire à la vitesse du fluide, vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Cette force, qui dépend du paramètre de Coriolis, noté F, est d'autant plus forte que l'on s'éloigne de l'équateur et se rapproche des pôles. Deuxièmement, les forces de pression, qui proviennent des variations de pression à l'intérieur du fluide. Les zones de haute pression induisent un mouvement vers les zones de basse pression, générant ainsi des forces et des accélérations. On rappelle ici que la pression est liée au poids de la colonne d'eau et dépend donc de la hauteur d'eau et de sa densité, elle-même influencée par la température et la salinité. Donc, des variations horizontales de température et de salinité vont créer des variations horizontales ou des gradients de pression. Enfin, la troisième force importante est la force de friction qui génère des écoulements turbulents et qui représente des interactions complexes et généralement chaotiques entre différentes strates du fluide, que ce soit en interaction avec l'atmosphère en surface ou avec le fond et les côtés en raison de la bathymétrie des îles, des côtes, etc. Ces forces de friction résultent principalement de la viscosité de l'eau et des interactions entre les différentes couches du fluide ou fluide solide. Alors, pour aller un petit peu plus loin, la viscosité, qui est une propriété propre au fluide, entraîne des forces de friction entre les particules d'eau adjacentes lors de leur déplacement. Cette viscosité influence donc la formation et la propagation des courants océaniques, affectant la circulation à différentes profondeurs. Et deuxièmement, les forces de friction se manifestent aux interfaces entre deux couches de densité différentes. Cela peut se produire au sein même de l'océan, par exemple dans la pycnocline, qui va séparer la couche de mélange océanique de surface, qui est relativement peu dense, de la couche profonde plus dense. Mais c'est surtout à l'interface entre l'océan et l'atmosphère que ces forces jouent un rôle significatif. Le vent va en effet exercer une force sur la surface de la mer, qui va générer des mouvements d'eau, tels que les vagues ou les courants, qui nous intéressent particulièrement dans ce chapitre. La rugosité de l'océan, influencée par des facteurs tels que les vagues ou la présence de glace, par exemple, va déterminer l'ampleur de ces forces de friction, de ces forces de frottement. Et puis finalement, l'interaction avec le fond marin introduit une autre source de force de friction. Au fond de l'océan, et on le verra notamment au milieu côtier, les courants peuvent rencontrer des résistances en raison de l'interaction avec le relief sous-marin. Les caractéristiques du fond marin, la présence d'îles, de côtes, peuvent donc influencer la vitesse et la direction des courants océaniques. Afin d'explorer l'influence du vent sur la génération des courants, nous allons établir un ensemble d'hypothèses visant à simplifier ces équations générales de Navier-Stokes. En premier lieu, nous allons considérer des vents stables, constants, soufflant sur une longue durée, permettant ainsi de considérer les courants induits par les vents
comme stationnaire, ayant donc une accélération nulle. Cependant, nous évoluons dans un référentiel en rotation, la Terre, et nous nous intéressons à des courants de grande échelle s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres. On ne peut donc pas, ici, négliger l'impact de la force de Coriolis sur ces courants, et nous gardons donc ce terme dans les équations. Par contre, nous supposerons également qu'aux échelles que nous examinons, les gradients de pression peuvent être négligés, et on considère donc un océan homogène horizontalement. Les forces de pression et les courants géostrophiques qui en découlent seront donc négligés ici dans ce chapitre. Enfin, étant donné notre intérêt pour l'impact des vents sur l'océan, c'est le but de ce chapitre, le terme de friction exercée par le vent à la surface de l'océan est d'une importance capitale. Au premier ordre, donc, les équations qui permettent de décrire la dynamique océanique forcée par les vents résultent d'un équilibre entre la force de Coriolis, ici en bleu, et une force de friction liée au vent. Sous les hypothèses considérées, les équations de Navier-Stokes se réduisent donc de nouveau à un équilibre entre la force de Coriolis en bleu, qui est liée à la rotation de la Terre, et les forces de friction générées par le vent à la surface de l'océan. Mais cette force de friction qui est liée au frottement du vent sur la surface océanique peut se paramétrer un petit peu plus ou être formulée mathématiquement. L'action de cette force n'est évidemment pas limitée juste à la surface océanique, mais va se transmettre de proche en proche sur la verticale dans la colonne d'eau, et notamment, on le verra, par turbulence. Ces aspects seront donc abordés dans une vidéo dédiée, et nous allons donc ici considérer que cette paramétrisation est acquise. Les forces de friction générées par le vent peuvent donc s'écrire comme ceci. À tout niveau vertical Z, les forces de friction sont proportionnelles au cisaillement vertical, au gradient vertical de la tension ou du stress qui s'exerce sur le volume d'eau de fluide considéré. Plus le gradient ou le cisaillement vertical de cette tension sera fort, plus la force sera forte et les courants générés seront forts. En remplaçant cette formulation des forces de friction dans les équations précédentes, on obtient donc le système final d'équations de la théorie d'Ekman. Ce système d'équations, qui résulte donc de l'équilibre entre la force de Coriolis et les forces de friction liées initialement à la tension de vent, montre que le champ de courant horizontal UE, VE, E pour Ekman, à tout niveau Z, est directement relié à la composante transverse de la tension. La composante méridienne du courant est liée à la composante zonale du stress ou de la tension, et la composante zonale du courant est liée à la composante méridienne de la tension.